Yo tout le monde, c'est Skyrim YLM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo que je tenais à vous présenter, malgré que ça fait un an que je voulais vous la présenter quasiment. 125 TDR. Et enfin là, enfin depuis un an maintenant, depuis juin dernier elle est là. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo où j'étais en Provence. Je tenais à vous présenter du coup ma petite 125 TDR. Et vous dire les caractéristiques, les bons points, les mauvais points qu'on peut avoir là-dessus. On va commencer par le moteur. Ici. Hop là. On est sur un moteur donc de 125 cm3, on est d'accord. En boîte 6 rapports, refroidissement par air, par huile, pardon, ou par eau. Oh là, ouais, on est en vacances, ça c'est cool, mais bon. Il est équipé, du coup, ce moteur est équipé d'un cylindre type origine 4FU. C'est pas celui d'origine, c'en est un type origine, mais bientôt il sera monté d'un 125 Athena ou d'un 170 Athena. Si j'ai la foi de mettre 600 balles dans un kit, parce que ça fait cher sur ces modèles-là. Puis on n'a qu'un kit qu'on peut avoir là-dessus, un kit plus haut que la cylindrée normale, pour en avoir qu'un sur ces modèles-là. Elle est équipée d'un pot Ninja Team, quasiment introuvable maintenant. Si vous arrivez à en trouver un, c'est beau. Et surtout que ça se revend bien, ces trucs. Même si je le revendrai jamais. Ici, comme vous le voyez là, on a la petite cartouche carbone juste derrière. C'est du vrai carbone. On n'est pas sur du faux. Excusez-moi pour le contre-jour, parce que comme on est dehors et que... Enfin non, c'est de la pluie, mais qu'il fait beau, j'en profite. Alors ici, on a la pompe à huile. Bon, ben, pompe à huile, on n'utilise plus. Hein. Le problème d'avoir une pompe à huile sur une moto, c'est que si vous avez le malheur, mais le malheur, d'avoir les rouages qui pètent à l'intérieur, ah, le moteur, vous pouvez dire adieu à tout votre embrayage. L'embrayage, ça va le fusiller, tout le moteur aussi, ça va tout bloquer. J'ai déconnecté du coup la pompe à huile. Elle tourne au mélange cette bécane. Et je suis en carbu de 28, carbu d'origine. Alors les modifications que j'ai faites dessus depuis que je l'ai l'année dernière, j'y ai fait un kitchen parce que mon kitchen il a explosé en pleine route. Donc du coup bah, j'ai dû changer. Je voulais vous faire une petite vidéo kitchen, comment remplacer son kitchen, quel kitchen choisir. Je n'ai pas pu parce que j'ai eu un problème avec mon kitchen. Parce qu'au moment où j'étais en train de faire la vidéo, j'ai perdu mes joints toriques qui sont sur le maillon d'attache rapide. Mais promis un jour quand on fera un kitchen, je vous présenterai comment on en fait un, simplement. Et pas de s'emmerder à acheter un dérive chaîne, un tout machin, vraiment chez soi avec des simples outils. Revenons en fait. Du coup, on est sur un moteur qui était à la base un moteur monté sur 125 TZR. Ceux qui connaissent bien ceux qui aiment bien d'ailleurs les compétitions. Ce moteur-là est équipé du coup sur les GP 225 TZR quand j'étais préparé. Et quand j'étais pas préparé sur les TZR d'autant des années 80-90. Ce moteur a quasiment 20 ans d'âge. 20 ans, 30 ans d'âge. Et c'est un moteur qui d'origine développe, bon ici, bridé à 15 chevaux normalement, mais qui dans d'autres pays développe d'origine 25 à 30 chevaux. Celui-ci, cette moto vient d'Allemagne. Mon oncle l'avait acheté chez Yamaha vers Paris. Et Yamaha l'avait eu d'Allemagne. Donc elle n'était pas bridée à 15 chevaux, mais bridée à 23 chevaux. Et mon oncle l'a débridée. Du coup, elle délivre sa quasiment pleine puissance, qui est de 30 chevaux. Je l'ai fait passer au banc. J'ai une moto qui du coup marche assez bien, qui a un compteur assez fiable. Je monte à 160 sur le banc et sur le banc c'est enregistré à 158 km/h. Ce qui est beau, hein, mais je ne prendrai jamais 150 avec cette brêle sur la route. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ce moteur a la particularité d'être très très fiable. On le revoit du coup sur les TZR, sur les DTR, DT, en déclinaison aussi sur les DTLC, un peu plus vieux. C'est les premiers modèles. On a eu plusieurs modèles, 4FL, 4FU, Evo 6. Moi j'ai un moteur mélange des deux là. J'ai les carters centraux qui avaient été changés parce que un des premiers propriétaires avait fait une bielle dans le cadran. C'est-à-dire que la bielle normalement elle est comme ça à peu près, comme l'inclinaison de mon bras. La bielle elle a fait en bas. Du coup en dessous ça avait cassé au niveau du carter central. Les deux carters centraux ont été changés. Ils ont été changés contre des carters Evo 6 qui sont renforcés, contrairement aux anciens de 4FU. Enfin, quand je dis renforcés, c'est juste qu'ils sont plus costauds. Hein. Ils sont pas du genre ultra renforcés en titane. Non, non, c'est d'origine Evo 6. Mais d'origine sont plus costauds que les 4FU ou 4FL. Vous comprenez le principe. Donc, carter centraux 4FU. Le cylindre est. Enfin, carter centraux Evo 6, cylindre 4FU. Donc, cylindre type origine de 125 TDR. Ça là est de 99 et comme vous voyez, dans un état quasiment clinique, on va dire.
Il y a eu 2-3 problèmes entre temps. Donc du coup j'ai la peinture qui n'est pas d'origine, c'est une peinture importée du Japon par mon oncle de Yamaha et 60 ans. Le seul truc qui avait un problème, c'est que mon oncle avait foutu 2 couches partout, sauf le réservoir qui a qu'une couche. Donc en fait il est un peu plus jaune clair, un peu plus clair. Et ça ressort un peu la peinture d'origine, elle était rouge celle-là. Mis à part les pneus, ce qui sont logiques, le cylindre, les carters centraux, on est sur des carters latéraux, donc carters d'embrayage et carters d'allumage d'origine. Tout est d'origine, à part du coup la ligne, le gicleur de carbu, c'est pour ça qu'il délivre plus de puissance. On a un gicleur de carbu de 270 au lieu d'un 235. Et on peut encore le monter en gicleur de 300 sur ce carburant là pour augmenter à 30, 30, 32, 33 chevaux, vraiment grappiller 2-3 petits chevaux. Mis à part les bons points, donc le moteur qui est un très bon point parce que c'est ultra fiable. Le châssis pèse le poids d'un âne mort. Si vous avez l'envie de voir à peu près quoi ressemble un châssis de 125 TDR sans les carénages, je vais pas vous le démonter. Allez sur internet, tapez 125 TDR mise à nu, vous verrez que le châssis, au niveau de la potence, et puis repos en avenir. Le châssis pèse 1 tonne. Bien sûr, c'est pas réel, hein, c'est du second degré. Mais le châssis pèse lourd. En fait, cette moto a du coup des très bonnes performances. Donc 15 mètres de couple pour 30 chevaux de puissance. Le souci étant que tout ça est baisé par le poids de l'animal. L'animal fait tout plein fait 140 kg. Dites-vous que j'ai un ami sur Instagram, si vous l'avez vu, Sherco Prod Adrenaline 24, a une Sherco SMR de 2016 et fait 70 kg. C'est-à-dire que j'ai le double d'une 50 en termes de poids. Même si j'ai le double de puissance d'une 50. Mais le problème, c'est que quand même, c'est baisé. Niveau confort, on est sur une selle, mais vraiment, ça c'est le Saint Graal. Cette selle, je la remercie parce que on est bien assis. Elle est très ergonomique. Enfin, très ergonomique. C'est-à-dire que pour tout type de personne, ça va pas être bien dérangeant. Elle est assez grande pour les personnes grandes. Par exemple, personne qui fait 1m90, 2 mètres. Pour les personnes de taille moyenne, on va dire, 1m70, 1m80, comme moi qui fais 1m80, c'est très, très correct. Hein. Franchement, moi, j'ai pas à me plaindre. Je suis très, très bien dessus. Et même pour les passagers, la selle est très grande. Comme vous voyez, vous partez du A de Yamaha jusqu'à vraiment la fin de selle. Ça, c'est pour le passager. Moi, je suis vraiment de là à là. C'est-à-dire tout le reste, c'est pour le passager. Et le passager, du coup, a l'avantage d'avoir une selle très confort. Donc on peut faire pas mal de bornes avec cette bécane, même si le moteur ne le permet pas. Et on peut vraiment faire des bonnes balades avec nos amis et tout. Et là, j'ai pas encore le permis, je suis en train de le passer. Je sais que beaucoup de personnes sont en train de speeder pour que je passe. Et qui disent, ouais, tu l'auras pas avant les vacances et tout. Vous inquiétez pas. Normalement, pendant les vacances, je l'aurai, pendant les grandes vacances. Ensuite, niveau partie cycle, on est sur une moto assez bien équipée. Pour une moto de 99, on est sur une bonne moto équipée. On est équipé d'origine de freins Nissin, donc les meilleurs freins japonais, avec les freins Topico. Topico et Nissin, c'est les meilleurs systèmes de freins japonais qu'on peut connaître. À l'avant, je suis en double piston. Et à l'arrière, je suis en monopiston. Vous allez dire, ouais, c'est pas gros frein. Pourtant, généralement, quand je fais des allers-retours entre chez ma grand-mère et chez mes parents, je monte sur du, on va dire, 80-90 km/h de moyenne. Je freine en 30-40 mètres, même pas. Vraiment, je freine très rapidement sur cette bécane. Point faible maintenant. Point faible, qu'est-ce qu'on a le poids, du coup, qui est très chiant. D'origine, pareil, les suspensions arrière. Quand vous êtes à deux, c'est limite si la bavette arrière touche pas le pneu. Parce que le problème, c'est que les suspensions sont très très molles et sont faites pour une personne. Des personnes que j'ai dans mon lycée qui ont des DTR ont les mêmes types de suspensions que les miennes. Et le voient aussi que quand ils se mettent à deux, les suspensions, ça fait d'origine, hein, elles sont pas mortes. C'est juste que d'origine, elles sont très très souples. Donc oubliez pas, si vous avez un modèle DT, TDR, enfin tout ce qui a ce moteur-là, 4FU, 4FL ou Evo 6, oubliez pas, d'origine normalement dans les selles, vous avez des boîtes à outils, des petites boîtes à outils d'origine de chez Yamaha, où vous avez une clé d'amortisseur, où vous pouvez régler votre amortisseur. Je l'ai quasiment réglé à fond, je suis à 2 crampes d'être à fond, et c'est déjà beaucoup mieux que quand j'étais quasiment au début, genre au plus mou possible. Avec mon pote, du coup Sherco Prod Adrenaline 24, c'était vraiment, on était sur du 10 cm de marge entre le pneu et le garde-boue. Ce qui n'est pas beaucoup. Autre point faible, cette moto a tendance à s'amuser à partir légèrement sur la droite. C'est-à-dire des fois, vous pouvez, sur certaines motos, vous pouvez vous mettre
tranquille sur la moto. À deux mains, on le sent pas. Mais quand déjà, si on a envie un peu de se poser, on laisse la vitesse se faire. On a une ligne droite, vous voulez juste faire un petit peu de beauté dans votre geste. Lâchez les mains. Vous mettez comme ça ou comme ça. Et bien le problème, c'est que la moto va légèrement faire comme ça. Partir sur la droite. Parce qu'en fait, on a plus de poids sur la droite que sur la gauche. Déjà le pot, qui pèse pas mal quand même. Il doit peser bien 2 kg le pot. L'embrayage qui est là, l'allumage qui est vraiment très, très fin comparément à l'embrayage. Voilà, le problème c'est que vous allez partir sur la gauche. Ensuite, en termes de mauvais points, elle n'a pas d'origine, elle n'obtient pas l'option d'avoir un ventilateur, de radiateur. Donc du coup, alors, elle ne chauffe pas très très vite. Mais si le problème c'est que vous faites beaucoup de bornes, le mieux c'est d'avoir un ventilateur de trucs. Donc le mieux c'est que vous installiez un. Moi j'en ai pas installé, peut-être que j'en installerai un jour. Mais le problème étant qu'il va falloir installer 2 petits ventilateurs. Car ce cadre en fait, vous voyez il part comme ça, cadre Delta Box il part comme ça. On a encore ces genres de cadres là, à double grosse périmètre en poutre comme ça, géante, sur les sportives. Par exemple les R1 et tout, on est sur des grosses poutres encore de côté. Bon, pas de cette gueule là, hein. Mais un cadre Delta Box, ni plus ni moins, c'est 2 grosses poutres comme ça et 2 petites poutres en acier dessous. Le cadre est en full acier. Ici, du coup, en fait, vous avez une poutre qui descend, comme sur les 125 RXZ. Elle se divise en deux. En fait, c'est le cadre, littéralement, d'un 125 RXZ. Mais moins sophistiqué, pas en alu, en acier, c'est vraiment un cadre de 125 RXZ quasiment. Dessous, en fait, la poutre centrale, qui est genre là. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais non, vous le voyez pas. Mais ici, genre là, vous avez 2 poutres. Au niveau de la sortie de pot d'échappement, elles se rejoignent en une, qui remonte directement au châssis. Et le souci, c'est que déjà pour faire de la mécanique, c'est un enfer. Pour déposer un carbu, vous en avez pour 2 heures. Pour le reposer, vous en avez pour 2 heures. C'est extrêmement chiant à déposer un carbu. Alors, j'imagine pas le moteur, si un jour je dois le déposer, que je dois vous faire une vidéo, j'imagine pas le temps que je dois mettre à le sortir. Donc si vous voulez mettre des ventilateurs, le mieux c'est d'en mettre 2 petits. Comme les ventilateurs de gros supermotes, vous avez 2 radiateurs et 2 ventilateurs. Le mieux c'est d'en mettre 2 petits, ou un seul, ça suffit. Hein. Un seul je pense ça suffit. Et cette moto a un aérodynamisme pas trop mal, franchement. C'est pas le plus fou du monde, mais on n'est pas trop mal. En termes d'aérodynamisme. Parce qu'on a 2 prises d'air ici, on a la même de l'autre côté. En haut ça part bien comme ça et tout. Ça a un aérodynamisme pas trop mal. Et surtout qu'on a une bonne grille d'aération qui va refroidir votre ventilateur quand vous allez votre radiateur pardon, quand vous allez rouler. Pareil, si vous voulez faire de la mécanique dessus, pour avoir accès à un carburateur, il va falloir démonter les carénages latéraux, ces deux-là, le réservoir, la selle, le réservoir, et sous le réservoir, vous avez la boîte à air. C'est à chier. Ce problème-là, c'est à chier. Genre, ils auraient pu très clairement mettre une boîte à air. Genre là. Bah non, ici il y a une espèce de plaque bizarre qui reste sur le côté, qui tient votre réservoir auxiliaire d'eau, de radiateur. Oui, il est là le réservoir auxiliaire d'eau de radiateur, et le réservoir d'huile est de l'autre côté là, que j'ai rangé d'ailleurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir de trucs sympas, qui est genre pour démonter un moteur, c'est bien le bordel. Ça, c'est pas des tuyaux des durites de refroidissement comme la durite de refroidissement du cylindre, hein. C'est pas des petites durites comme ça, non, c'est des durites casse-couilles en métal. Pour démonter la pompe, il faut démonter de l'autre côté la durite de refroidissement pour sortir la pompe à eau. Enfin, sortir le carter de pompe à eau. Bon, pour faire vos petites réparations vite fait, je sais que la vidéo dure longtemps, mais ça me fait plaisir. Pour faire votre petite réparation rapide, si vous voulez faire par exemple une vidange et tout. La vidange de refroidissement se situe ici, vous avez une vis à clé, ou une clé de 10. Et les 2 autres vis que vous avez, c'est des clés de tournevis cruciformes. C'est partout pareil, sur tout le carter. C'est pas des vis de 8 en douille, en 8 mm, c'est des vis en cruciforme. Vous en avez partout, tout le tour. Pareil, un mauvais point que je vais énoncer sur cette moto, d'origine, on n'a pas de kick. Sur les DTR, on a un kick. Sur les DT, on a un kick. Mais sur les TZR et les TDR, on n'a pas de kick. Bon, les TZR, je trouve ça logique, hein. C'est une sportive, vous n'allez pas démarrer une sportive au kick, même si ça doit exister à mon avis. Mais par contre, ne pas avoir installé un kick là-dessus, alors qu'on a la place d'installer un kick, c'est bien chiant. Alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait se renseigner chez Yamaha France ou Yamaha pas loin de chez vous, savoir si on peut, si d'origine, enfin d'option on peut avoir un kick là-dessus, mais probablement si on avait d'option, le premier propriétaire n'en a pas dit.
Vous avez du coup ici l'avantage d'avoir l'huile que l'on doit mettre pour votre moteur. Donc l'huile moteur, vous devez mettre 750 millilitres, donc 0,75 litres, ce qui est pratique hein, à savoir. Au niveau purge de frein, c'est vraiment pas compliqué. C'est une purge de frein, je vous montrerai comment ça marche. C'est vraiment, vous avez la durite là, vous avez une vis de purge ici qu'il faut ouvrir et fermer en même temps d'appuyer sur la pédale de frein. C'est bien. Ensuite, en bon point, quand vous installez dessus, vous êtes ici. Si quelqu'un a les grands pieds derrière, ou que même vous avez des grands pieds, ça ne va pas déranger. Vous n'allez pas déranger la personne derrière vous, ou la personne ne va pas vous déranger quand vous allez rouler. Mais c'est très pratique en tout cas d'avoir des cale-pieds qui sont vachement éloignés de l'autre. Enfin après, vu la hauteur qu'on a ici, mon pote qui est déjà monté derrière a déjà vu que c'était assez haut en termes d'assises. Donc du coup en fait il voyait bien la route et tout. C'est comme un roadster sur ça. Mais voilà. Si je devais du coup donner un nom bizarre à cette bécane, j'appellerais ça la bizarrerie merguez. La merguez bizarre. Pourquoi? Châssis l'équivalent d'une vache morte. Avant des anciens Ténéré Belgrada. Arrière des supermodes des années 90 et moteur d'une sportive. Pourquoi ça? Pourquoi tout ensemble? Alors que par exemple ils auraient pu mettre un moteur spécifique à cette brelle. Même si le moteur est très bien, hein, ça j'ai rien à dire, moteur fiable, refroidit bien, pièces faciles à trouver, franchement sur ce moteur là vous trouvez des pièces hyper facilement, sachant qu'il a 20 ans de conception ce moteur. Ensuite, les pneus, même sur les 50 vous avez les mêmes types de pneus maintenant. C'est vrai que les pneus sont pas très gros. À l'arrière je suis monté en Dunlop, à l'avant je suis monté en Pirelli, franchement pneus assez bien. Les fourches, bon les fourches d'origine normale, pas des suspensions inversées. L'amortisseur d'origine, je crois que c'est un Sash d'origine, mais c'est un Sash à huile, c'est pas un à gaz, tout, non, c'est un de basique, de base, très très basique. Et ensuite, vous perdez, si vous voulez augmenter la puissance de votre bécane, ce que je pourrais faire aussi. Vous avez un petit boîtier additionnel à la pipe d'admission, je sais même pas ce qu'il fout là d'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce qu'il branle là, qui va récupérer de l'air en fait, qui va vous brider. En gros, ça va vous bouffer genre un demi-cheval. Et pareil au niveau de la pipe d'admission d'air, entre le carbu et la boîte à air, vous avez un autre petit boîtier secondaire d'air. Si vous voulez, pas de problème, vous prenez une pipe d'admission. Si vous avez de l'argent, allez chez AEB Development. Je sais que je leur fais un peu de pub, mais c'est là où je vais acheter le pot d'échappement et la pipe d'admission probablement. Ou s'ils veulent bien faire un partenariat avec moi, ça m'arrangerait. Même si je le payerai quand même, hein, si ça tiendrait qu'à moi, je payerai. Hein. Si vous voulez un pot d'échappement performant, je pense que c'est eux qui l'ont. Parce que là, en fait, sur ces pots d'échappement, vous avez une espèce de quéquette, comme sur les gros, comme d'origine, qui va partir. Vous avez votre cylindre là, le pot, imaginez vous êtes en face du pot, le pot il va partir sur la gauche, il va redescendre, il va repartir sur la droite et après il va remonter. En gros, comme ça, si vous le voyez comme ça, il va partir comme ça, hop là. Alors que les pots d'échappement de chez AEB Development, ils font un tout droit. Ils partent de la sortie d'échappement, ils font directement. Cela fait un évacuement des gaz beaucoup plus rapide et donc une performance en plus. Leur pipe d'émission, ils ont une partie taillée dans la masse et une autre partie taillée dans le plastique, mais elles ont l'air d'assez bonne cam, hein, ça c'est sûr. Et j'aimerais bien aussi acheter une boîte à clapper, mais va trouver une boîte à clapper sur ces modèles-là, c'est un problème. Donc je pense que c'est une VForce 3. J'aimerais bien mettre une VForce 3 ou VForce 4, mais à voir. À voir si c'est possible et tout. Mais voilà. Pareil, si vous voulez savoir, ma culasse est une culasse haute compression. Parce que c'est pas la même matière que la matière du cylindre. Le cylindre est extérieur fonte, intérieur alu. Et la culasse est entièrement en alu avec un dôme de culasse haute compression. Et le cylindre, lui, d'origine. Enfin, vraiment, on peut dire qu'il est d'origine. C'est pas un cylindre d'origine, mais c'est comme le cylindre d'origine. Voilà. Je sais qu'elle a été longue cette vidéo, mais je tenais à vous la présenter, cette petite bécane. Bientôt, quand j'aurai le permis, je vous l'annoncerai sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram. Si vous souhaitez du coup voir des vidéos probablement de moto quand je roulerai avec mes potes et tout, n'hésitez pas. Probablement que ça arrivera, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez des tutos mécaniques? Parce que là bientôt je vais devoir changer mes joints Speedforge, donc si vous voulez un tuto méca pour apprendre comment changer les joints Speedforge en 10 minutes, franchement c'est pas compliqué, surtout sur ces fourches là, c'est extrêmement simple. Si vous voulez apprendre à savoir comment faire,
pareil, si vous voulez apprendre à, je sais pas moi, changer les phares de cette bécane, dites-le moi. Dites-moi des tutos méca que vous aimeriez bien voir un jour sur des bécanes, ou même par exemple une préparation moteur. Cela pourrait probablement arriver d'ici un jour ou deux. Enfin d'ici un mois ou deux, ça pourrait arriver une petite préparation moteur, mais pas du mien, moteur de mon pote. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances depuis vendredi, comme moi. Donc j'ai mis la zone C. Oui, la zone C. Je vous souhaite de bonnes vacances. J'espère que chez vous il pleut pas, parce que moi, à ce qui paraît, ils annoncent de la pluie à partir de demain ou ce soir. Donc j'espère que chez vous il pleut pas. Profitez-en. Passez une bonne journée. Sur ce, c'était Skyrim YLM. Ciao.